que tu as Mhm. réussi à créer une note personnelle, une note d'analyse que je trouve, moi je la trouve originale au sens simple, hein. Tu pars pas directement de la forme du magasin hyper Mhm. super ou je sais pas quoi, mais que tu pars aussi d'abord des comment la société change, qui fait que comment la consommation change et donc comment le magasin doit s'adapter à ça. Alors, c'est exactement ce que j'essaye de faire. Et ça vient ça vient d'un, euh, je vais citer quelqu'un, mais ça vient de loin en fait. Dans les années 2000, même en 99, à l'époque, André Torgman, qui est aujourd'hui le patron de Little Extra, qui était consultant prof HEC et consultant pour Auchan, qui est devenu directeur marketing d'Auchan, avait mis en place chez Auchan en arrivant ce qu'il appelait le projet commercial magasin. C'était un document extrêmement lourd, des collaborateurs, hein, mais extrêmement lourd, extrêmement complet, notamment avec quelqu'un qui s'appelle Renaud Sorlarguin, et avec Laurent Jarros, un de mes amis qui était longtemps patron marketing de la région parisienne. Toute une méthode un peu lourde, mais très complète pour faire l'analyse de la situation d'un site au niveau d'abord démographique, de son environnement, pour en définir sa stratégie. Il se trouve que quand c'est sorti, j'étais directeur adjoint, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là, et donc j'ai mis en place ça sur mon magasin. Et je l'ai fait 4 fois de suite sur tous mes magasins, j'ai travaillé là-dessus. Donc ça m'a toujours passionné. Et en 2013, 13-14, j'étais directeur de l'offre. J'avais un problème, c'est que pour écrire une offre pour l'entreprise, encore faut-il, je dirais, un projet commercial ou une direction marketing qui soit très claire. Sinon, on peut faire du catégorie management de façon technique, mais c'est quoi l'ambition? Je m'en étais ouvert à Vincent Mignot, le DG, et qui m'avait dit en retour, en gros, prends une équipe et écris-la. Et donc, je me suis retrouvé à constituer une petite équipe de gens de tous ordres et à travailler, à chercher de la matière pour essayer d'écrire une stratégie commerciale pour Auchan. Dans le lot, il y avait notamment un de mes collaborateurs directs qui, depuis, est devenu récemment le président de la CAMIF, Julien Chavroux. Julien challengeait beaucoup le la façon de penser quand on est en hypermarché, où tu sais, c'est, c'est pour tout le monde, c'est la famille, etc. Enfin, des questions, euh, je dirais, sociologiques ou de marketing de base. La grande distribution est une négation en réalité d'une analyse sociodémographique sérieuse et du marketing. Puisque par nature, quand on interrogeait l'hypermarché, c'est quoi ta cible? C'est tout le monde. On te disait c'est la famille. Oui, mais laquelle? Et alors, il y a plus de réponse. Donc, et en fait, à l'époque, avec Julien notamment, en travaillant beaucoup là-dessus, on avait pu mettre à jour le fait que ce qui a fait la grande consommation, les grandes marques, les grands hypermarchés, les grandes enseignes, ce socle sociologique, c'est celui qui est issu du baby-boom et, et des Trente Glorieuses. Et mon sentiment depuis 10 ans, c'est que le problème que connaissent les enseignes de grande distribution n'est pas un problème de métier, n'est pas un problème de digital. Bien sûr, il y a des sujets autour de ça. C'est un problème du fondement socio-démo, en fait. C'est comme si on avait, si je prenais une image, c'est comme si on avait construit un château qu'aujourd'hui, pour des raisons techniques, le digital, le machin, etc., on se dit, il faut changer les fenêtres, il faut changer la cheminée, il faut passer en pompe à chaleur ou autre, on s'occupe de sujets techniques, alors qu'en fait, le roc sur lequel on avait construit le château est devenu du sable, il y a des fontis de partout, et ceux-là, on les observe pas. Et donc, ça a fondé toute ma réflexion depuis 10 ans, j'étais encore dans l'entreprise, et quand je me suis retrouvé dans les relations institutionnelles à sortir beaucoup à l'extérieur, donc je me suis énormément nourri et essayé de comprendre ce qui était en train de se passer. Et oui, depuis 6-7 ans, j'essaye de faire mon fonds de commerce de cela, c'est-à-dire que je me nourris de travaux de plein de gens, euh, dont tu es un éminent représentant, pour essayer de comprendre les conséquences pratiques que ça a sur les business models des entreprises, de la distribution et en remontant la chaîne de l'industrie alimentaire. Et inversement, d'observer concrètement dans ce monde de la consommation des éléments qui viennent éventuellement corroborer ou démontrer des choses que d'un point de vue de l'analyse sociologique, démographique, enfin on met tous les hic qu'on veut, pouvaient se ressentir au niveau des chercheurs. C'est quoi les grandes variables que tu observes depuis 6 7 ans pour arriver à aujourd'hui? Je vais démarrer ma réponse en évacuant deux sujets qu'on pourra traiter à part, mais
mais qui, pour moi, qu'on entend souvent autour de ces questions-là, mais qui ne sont pas les bons. D'abord, on a un débat énormément aujourd'hui sur les indépendants réussissent alors que les groupes intégrés échouent. C'est parce que les indépendants sont entrepreneurs et sont responsables. Je pense que c'est pas le sujet. Ils ont sans doute une capacité à répondre, mais c'est pas le sujet. J'évacue ça. On parle également des évolutions par rapport au digital. Là encore, c'est un moyen, c'est un média, le digital. C'est pas le cœur du sujet. Et puis, il y a la question des formats. On a beaucoup entendu et on traite beaucoup la question des formats au sens de classique, hein, la fin de l'hyper. Mais ça fait 30 ans qu'on dit que c'est la fin de l'hyper. Puis à un moment donné, on dit bah, c'est la proxy qui doit gagner. Ou c'est... Le raisonnement par format, à mon avis, euh, est totalement hors sujet. Le format, pareil, le format est un média. Je répondais récemment à quelqu'un d'autre là-dessus. Euh, on parlait des formats par rapport au digital, je pense qu'un site web comme un hypermarché ou un supermarché n'est qu'un média entre une marque et un consommateur. Donc le format n'est qu'un média. La question, c'est quel média on utilise. Et évidemment, il y a des évolutions sur ça, mais ce n'est pas le cœur du sujet. On confond assez facilement l'effet et la cause. Il y a deux sujets qui d'ailleurs interagissent beaucoup, hein, on en a parlé ensemble, deux sujets qui me semblent être fondamentaux dans l'analyse qu'on porte. La toupie d'Henri Mandras, dont je dis, alors je force le trait évidemment, qu'elle devient sablier. Évidemment, c'est pas un sablier, mais c'est pour dire qu'elle change, elle se déforme. Cette toupie, ben, tu le sais bien, Mandras, il a théorisé la toupie comme étant voilà, l'émergence de la grande classe moyenne avec une pointe basse qui est une classe très paupérisée, mais qui s'est considérablement réduite dans l'après-guerre avec le baby-boom et la croissance des Trente Glorieuses par rapport à ce que c'était avant-guerre et une pointe haute de très riche, mais qui elle aussi est relativement limitée. C'est-à-dire ce qui s'est passé entre l'avant-guerre et la période évidemment des Trente Glorieuses, c'est le gonflement du ventre de la toupie dans cette émergence et cette domination de la grande classe moyenne qu'on observe dans plein de pays dans le monde et qui est d'ailleurs un marqueur de développement. Et je pense que c'est ce développement de cette grande classe moyenne qui a fondé le développement de nos métiers, de nos business. C'est-à-dire que c'est ce qui a permis d'avoir un tous sous le même toit. C'est-à-dire que toutes les classes sociales, ou presque, sauf de façon très marginale, pouvaient se retrouver dans de mêmes imaginaires de consommation avec les mêmes codes de consommation, pardon, nonobstant leurs moyens, qui font que certains vont acheter des grandes marques et d'autres, par exemple, des marques distributeurs. Mais les imaginaires de consommation étaient convergents. On pourrait dater ça, en gros, des années 50 jusqu'au début des années 2000, au milieu des années 2000. Euh, Évidemment, il n'y a pas de rupture, mais où j'ai le sentiment, moi, depuis 15-20 ans, et c'est largement documenté par plein de gens, hein, Jérôme Fourquet en parle sans arrêt, mais ce n'est pas le seul, sur l'archipélisation ou la fragmentation, c'est que la grande classe moyenne, et on parle beaucoup du déclassement de la grande classe moyenne, ce qui n'est pas tout à fait exact non plus, parce qu'une part de la grande classe moyenne vit un déclassement, mais une part également vit une sorte de montée en gamme, hein. Les théories aussi de David Goodhart avec les anywhere et les somewhere. Euh, on a ça aussi. Je connais pas, mais Goodhart, c'est un économiste, je crois, et journaliste anglais qui a théorisé les anywhere et les somewhere. Les anywhere, la classe mondiale en fait, hein, et qui peuvent quitter les travails, qui vivent dans les services partout dans le monde. Et la classe, les somewhere, c'est ceux qui sont enracinés dans un endroit. Alors, on va retrouver les agriculteurs, la logistique, ceux qui ont du travail posté à un moment donné, qui sont en quelque sorte assignés à résidence, y compris presque intellectuellement par la nature de leur métier. Et donc, cette grande classe moyenne, euh, ce sablier avec ce ventre de la toupie, j'ai l'impression depuis 15-20 ans, ce ventre se réduit, il s'écrase, d'où l'image du sablier, hein, et au profit d'un grossissement du bas du sablier, qui est une classe qui est très nombreuse en volume de consommateurs, mais qui est à faible valeur ajoutée, et plutôt une classe plus riche, hein, le haut du sablier, avec moins de volume, évidemment, moins de quantité de consommateurs, hein, mais à forte valeur ajoutée. Alors encore une fois, l'image du sablier est excessive, mais c'est bien pour faire comprendre la migration qui s'opère. En tout cas, ce que je crois, c'est que tout le monde de la grande conso est un monde qui était construit sur le socle du ventre de la toupie et qu'il vit, ce monde de la grande conso, une attrition de son socle, en fait. Et d'ailleurs, on l'observe bien, si on regarde sur 10 ans,
les évolutions de chiffre d'affaires en France ou en Europe en général, mais en France particulièrement, qu'est-ce qu'on voit? Des enseignes comme Lidl, Action, enfin, pléthore d'enseignes de discount, on le voit dans d'autres secteurs, hein, le carton de Dacia, le carton de... voilà. On voit le développement d'une France discount de façon très marquée, qui a l'air d'étonner beaucoup de gens, et en même temps, un clin d'œil quand je dis en même temps. Et en même temps, vers le haut, vers le haut du panier, là encore, quand on regarde sur une longue période, on voit des marques premium qui s'installent durablement. Et on voit petit à petit une forme de vraie différenciation dans les types de consommation. Par exemple, les métiers de bouche traditionnels, les bouchers de quartier, les pâtissiers, les boulangers, ont connu ces dernières années des croissances extrêmement fortes, notamment dans les beaux quartiers. C'est-à-dire que on a vraiment le sentiment, j'ai vraiment le sentiment qu'on a une France un peu plus premium, donc la classe moyenne aisée et les classes supérieures, qui quittent clairement les circuits de grande distribution ou qui vont vers des grandes distributions spécialisées qui les concernent plus. On pourrait citer le succès de Grand Frais, par exemple, hein. On pourrait citer Monoprix, même si Monoprix, pour d'autres raisons, connaît des difficultés ces dernières années, mais sur une échelle longue, a plutôt connu de bons succès. Et on a le développement de la France Discount. Et qu'est-ce qui perd, en fait? C'est pareil au niveau des marques. Qu'est-ce qui perd? C'est la France du milieu de gamme, celle de la grande classe moyenne. C'est elle qui peine à trouver des axes de développement. Donc le premier sujet, pour moi, c'est cette toupie. Deuxième sujet, c'est la fin de la croissance, fondée d'abord sur la fin de la croissance démographique. C'est-à-dire qu'on a vécu, encore une fois, pour les 30 glorieuses, mais au-delà des 30 glorieuses, une longue période de croissance démographique forte, avec d'abord le baby boom, mais la queue de ça, parce que plus d'enfants qui ont une croissance démographique significative, qui sous-tend également une croissance économique, croissance de 3, 4, 5%. Euh, et on a cette période-là. Et on a en revanche, depuis 20 ans, particulièrement en France, plus encore que chez nos voisins, une chute de cette croissance démographique et économique. Et ça, je pense que c'est un énorme problème. Pourquoi? Parce que c'est une analyse que je porte qui est plus récente, parce que vraiment, je me suis beaucoup interrogé là-dessus depuis l'année dernière. Cette fin de croissance, avec un risque, vu la démographie actuelle, qu'on soit même sur au mieux une stagnation, en fait, elle induit mécaniquement une augmentation de la fragmentation. D'abord, je dirais d'un point de vue sociologique, sans doute, et derrière dans la consommation. Nous n'avons plus en France et dans beaucoup de pays développés de discours, de narratifs qui fassent commun, en quoi de narratifs de conquête. J'en suis évidemment pas un fan, mais je suis assez interpellé de voir ce qui se passe aux États-Unis. Le narratif de Trump, qu'on l'aime ou pas trop ma tasse de thé, n'empêche que pour le moment, euh, MAGA semble plutôt recueillir un certain nombre de suffrages de façon très majoritaire, parce qu'il y a un narratif conquérant. On n'a pas de narratif, on va dire, conquérant, ça ne veut pas dire agressif, mais au niveau politique, au niveau sociétal ou autre, il y a pas de grand soir, il n'y a pas de grandes ambitions communes. Qu'est-ce que ça amène, ça? C'est que probablement que les groupes sociaux trouvent quel que soit leur type, hein, trouvent des narratifs qui leur sont propres. Et donc, on a des groupes sociaux de plus en plus différenciés les uns des autres dans leurs attentes, ce qui amène déjà de la fragmentation et de la complexité dans le business parce que les acteurs économiques doivent répondre à des demandes de plus en plus spécifiques. C'est l'inverse de ce que je disais avec la toupie et ce qui était un hypermarché, tout sous le même toit. Donc il faut y répondre. Et que ce faisant, comme il n'y a pas de croissance non plus économique, les acteurs économiques eux-mêmes leur façon de générer de la croissance pour eux-mêmes se fait forcément au détriment du voisin, au détriment du concurrent, et se fait par leur capacité à être plus fin pour adresser les besoins spécifiques. Et donc, on a des acteurs économiques qui vont pousser à la segmentation en réponse à la fragmentation, et ce faisant, l'amplifie et l'excite encore plus. Donc, il me semble que les deux grands enjeux qu'on a face à nous, donc c'est bien cette toupie, mais on voit bien que les deux sujets que j'évoque interagissent, et deux, c'est cette accélération de la fragmentation. Et la question qu'on peut se poser en tant qu'acteur économique, c'est qu'est-ce qu'on fait dans nos actions qui amplifie cette segmentation, cette fragmentation, et qu'est-ce qu'on peut développer éventuellement qui permette de faire commun.
J'avais fait cet exercice sur des projets commerciaux d'hypermarché, de me demander au patron de l'hypermarché et à ses équipes, de dire dans tous les groupes sociaux que vous regroupez dans un hyper, qui sont dans votre zone de chalandise, quels sont les marqueurs de convergence et les marqueurs de divergence. Il y a des tas de marqueurs dans un magasin qui peuvent être des marqueurs de divergence qui vont plaire à quelqu'un ou à certains groupes et qui vont déplaire massivement à d'autres. Quand je dis déplaire, c'est déplaire, je dirais, tripalement, mais ça peut déplaire au sens où c'est pas pour moi, ou donner une image riche. Si tu es dans une zone avec une bonne partie de clientèle défavorisée, que tu mets en avant sans arrêt des rayons très premium, ton client il finit par se dire bah, ce magasin il est trop riche pour moi, il n'est pas pour moi. Et à l'inverse, de travailler sur les marqueurs de convergence. Le premier marqueur de convergence étant évidemment le prix, ce qui explique d'ailleurs, je pense, pour moi, une bonne part du succès de Leclerc, comme c'est lui qui a préempté ce Ouais. marqueur depuis 60 ans, et que c'est le plus grand commun euh, le, le- le plus grand commun dénominateur de l'ensemble des groupes sociaux, c'est le prix, hein. Tout le monde est intéressé au prix. C'est quoi les produits divergents? Il y en a plein, ça dépend des attentes des gens. Oui. C'est pas toujours agressif, loin de là, mais si je suis dans une zone avec encore une fois, une bonne partie de clientèle en difficulté économique et qu'on met en avant des rayons de type sushi, sushi c'est maintenant un peu commun, mais il y a 15 ans, ou de type fraîcherie, fraîche découpe en fruits et légumes, ou des caves un peu haut de gamme, etc., on passe son temps à mettre sous le nez de clients qui n'en ont pas les moyens des produits Ouais. auxquels ils ne peuvent pas accéder. Et donc ça amène à dire aux clients, ce magasin n'est pas pour moi. Sauf si le magasin, par ailleurs, contrebalance son image prix dans une logique de démocratisation, ce que peu arrivent à faire. À l'inverse, si tu développes des rayons euh, extrêmement discount, avec des marqueurs de prix bas très puissants, on va faire fuir aujourd'hui une clientèle qui se veut un peu premium. Il y a eu des essais de magasins où ils ont décidé, pour améliorer l'image prix, de changer les gondoles et de mettre du rack pour donner un sentiment de cash and carry. Il y a des clients qui se disent, alors que ça renforce l'image bonnes affaires. Mais non, ça c'est un magasin poubelle, c'est pas pour moi, j'y vais plus. Et on pourrait aller jusqu'à, et malheureusement c'est une réalité sociale, selon la manière dont le rayon halal est traité dans les magasins, il va faire adhérer des clients, suivant la manière dont c'est traité, bien sûr, hein. Et à l'inverse, c'est une réalité. Tu mets avec emphase un rayon halal dans certains magasins, ça pose aucun problème, et dans d'autres magasins, on a des courriers clients de gens qui disent euh, qu'ils n'en veulent pas. Je ne veux pas être dans le jugement, je constate les choses. Est-ce que c'est vrai aussi pour les rayons cachers? C'est beaucoup plus marginal parce que ça pèse rien dans la consommation. Et puis c'est la nature la nature de la clientèle. Moi, j'ai observé dans des hypermarchés il y a déjà plus de 10 ans, 15 ans, des, la nature de la fréquentation qui changeait entre le, le vendredi et le samedi, par exemple. Des magasins où on se disait, mais clairement, il faudrait changer toutes les têtes de gondole entre le vendredi soir et le samedi matin, parce que les clients ne sont pas les mêmes. Mais ça a toujours été, il y a toujours eu des distinctions, mais ce que j'ai observé, c'est que ces distinctions s'accroissaient. Quand j'ai démarré ma carrière il y a 30 ans, on ne vendait pas exactement la même chose le vendredi après-midi et le samedi matin. Hein, le samedi, une clientèle plus populaire, le samedi après-midi, le vendredi après-midi, pardon, on avait une clientèle aussi un peu plus bourgeoise, disons, pour faire simple. Mais les marqueurs se sont accentués et que toutes les entreprises cherchent de la croissance, donc sont obligées de s'adapter non pas sur le cœur du métier, mais sur les marges. Mais on le voit, alors il y a évidemment des tas d'exemples très caricaturaux, notamment autour des sujets écologiques, sur des questions telles que le bio, les mouvements, enfin le végétal, le véganisme, etc. Bon, qui chacun individuellement pèse pas lourd, mais qui au global bougent des dynamiques. Quand on revient au merchandising, enfin, l'interprétation ou la compréhension que j'en ai, c'est que d'abord, on a énormément segmenté en 30 ans, 40 ans. Il y a beaucoup plus de références aujourd'hui dans les linéaires qu'il n'y en avait. Donc, ça veut dire que quand il y a 30 ans, je faisais mes courses euh, et que des amis, des confrères, des voisins faisaient leurs courses, on avait sur un besoin donné moins d'offres. Et donc une capacité les uns les autres à comprendre cette offre de façon plus simple et à comprendre sans doute les raisons pour lesquelles, dans un besoin donné, les autres vont acheter différemment que nous, euh, notamment par le facteur prix.
Schématiquement, il y avait un produit de premier prix, une marque distributeur, une grande marque, et éventuellement une marque premium ou locale. Enfin, je simplifie, mais c'est pas très loin de ça. Aujourd'hui, il y a tellement de références avec de telles niches que finalement, si on veut tout avoir, si on veut répondre à tout le monde sous le même toit, qu'en fait, on génère de la complexité de lecture et on génère de l'ennui. J'ai fait l'expérience il y a quelques années euh, de faire mes courses dans un très grand hypermarché de la région où j'habite, à Noël. Et ça m'avait frappé ce jour-là. Très grand hypermarché, il doit faire 17 000 mètres carrés, donc très grand. C'était à Noël, 3 jours avant Noël, le magasin était normal comme à Noël. Enfin, simplement, et les courses étaient donc longues. Simplement, je me suis retrouvé à la fin à me dire, dans 17 000 mètres carrés, voilà une liste de produits que je n'ai pas trouvés. Non pas qu'ils étaient en rupture, mais que mes besoins n'étaient pas traités, alors même que je me suis tapé des linéaires entiers de produits qui ne m'intéressaient pas, qu'au sens, ils ne me concernent pas. Euh, Ça peut être ouais, des rayons entiers de produits discount, en l'occurrence l'allée entière ou les 3 allées de rayons bio qui ne me concernent pas. J'ai rien contre, hein, mais en l'occurrence, c'est pas ce que je cherchais. Et donc, je me suis dit, en fait, à ce moment-là, que on a beaucoup parlé du problème de l'hypermarché et de la taille. Et mon propos était de dire, le problème, c'est pas la taille, c'est l'ennui. On les emmène dans des magasins dans lesquels il y a des tonnes de rayons qui ne les concernent pas. Donc, on leur fait perdre du temps. Et c'est probablement une des clés du succès de magasins plus petits. Ça peut être des hypermarchés, mais de plus petite taille, plus modestes, mais plus ciblés. Et c'est le problème de la taille, à mon avis, c'est que sur un très grand hypermarché, comme celui que je viens de citer, on a mécaniquement une très grande zone de chalandise, donc des fragments de société qu'on évoquait tout à l'heure, extrêmement nombreux. Donc en fait, c'est là où c'est le plus dur. On a tellement de groupes différents, les faire matcher ensemble dans un même magasin devient difficile. Si j'ai un magasin de 4000 m² dans une sous-préfecture assez homogène, c'est beaucoup plus facile à adresser pour trouver le bon angle. Et donc là, on renvoie à une question qu'on n'a pas évoquée, c'est la question territoriale. Bah, d'abord, j'observe une évolution de la richesse sur le territoire et une forme de ségrégation territoriale. On parle souvent d'inégalités dans notre pays. Or, les inégalités ne progressent pas dans notre pays, au global. Et tant mieux d'ailleurs. Bon, après redistribution, mais même avant, en fait, elles progressent de façon très, très marginale par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Et c'est pourtant, on est un des pays dans lequel le sujet est le plus le plus évoqué. En revanche, quand je regarde les stats et quand je regarde les cartes, on est probablement le pays d'Europe où l'inégalité territoriale est la plus marquée. C'est-à-dire que il y a une forme dans notre pays d'égalité sociale, beaucoup plus forte qu'ailleurs, mais une ségrégation territoriale. Enfin, un niveau de richesse par département, un écart type de richesse par département qui est le plus élevé d'Europe, à part la Roumanie. Par rapport à une base 100 de revenus des ménages en France, je crois que Paris est autour de 170. Dans tous les pays d'Europe occidentale, la capitale est plutôt à 125. On a un écart considérable. Et à l'intérieur des territoires, c'est pareil, entre les cœurs de métropole, les Rennes, Bordeaux, etc. En gros, les villes, bon, c'est un constat là, hein, les villes riches, les cœurs de villes riches aujourd'hui sont les villes écolos, enfin, essentiellement. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. On a en revanche des banlieues qui sont plus paupérisées et des campagnes qui sont souvent en difficulté. Mais surtout, quand on regarde la dynamique, il faut bien observer qu'aujourd'hui, le niveau de revenu des ménages est plus élevé dans les Länder d'Allemagne de l'Est que dans 75% des départements français. Donc on a une réalité vécue de décroissance dans beaucoup de départements qui nous amène à descendre dans la toupie que j'évoquais avant qui devient sablier, et on a des cœurs de métropole qui montent dans la toupie. Donc en fait, la toupie, elle n'est pas homogène partout. Il y a, ce qui amène des grands enjeux de positionnement des magasins dans leur zone de chalandise, comment j'adapte mon offre à mon environnement. Et donc la moyennisation nationale d'une enseigne, à mon avis, est de moins en moins opérante. Et ça nous amène aussi probablement au développement de concepts commerciaux et donc d'enseignes qui soient spécifiques par rapport à leur cible, mais qui deviennent spécifiques par rapport à leur développement territorial, par rapport à leurs implantations, qui au passage nous rapproche un petit peu alors je ne suis pas un expert des États-Unis, mais des implantations qu'on peut trouver aux États-Unis, où finalement, en gros, une classe sociale correspond à une enseigne, classe sociale ou classe ethnique aux États-Unis correspond à une enseigne et donc aux implantations. Et on voit bien que l'implantation aujourd'hui des magasins Action ne correspond évidemment pas à celle des magasins Biocop ou des magasins Monoprix. J'ai envie de dire, ça a toujours été le cas, mais cette dimension territoriale m'apparaît de plus en plus marquée. Les individus de tous ordres
se croisent, quels que soient leurs groupes sociaux, de façon beaucoup plus naturelle dans leur environnement. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui en France. Et donc, la capacité à comprendre les attentes des autres et donc à faire commun dans un même magasin, dans une même offre, est en train, j'ai le sentiment, de s'étioler. Là, encore une fois, je ne veux pas non plus faire dans un dramatisme absolu. Je parle de ce qui fait la croissance ou la décroissance, hein. Il reste un socle, heureusement, qui nous est commun. C'est assez frappant de voir que la plupart des enseignes qui ont connu des croissances significatives depuis 10 ans ont des positionnements marketing très clairs en termes de cible client ou de proposition de valeur, qu'on s'appelle Lidl, qu'on s'appelle Action, qu'on s'appelle Grand Frais, qu'on s'appelle Picard et autres. On a des propositions de valeur qui sont claires. Et donc, quand on y va, on sait pourquoi et on n'est pas pollué par des choses pour lesquelles on n'est pas venu, en quelque sorte. Autrement dit, un magasin adapté à un territoire dans un morceau de la toupie est clair parce qu'il correspond à la population qu'elle a. C'est parfaitement résumé par rapport à là où on pourrait trouver des éléments de croissance. Bien entendu, il y a d'autres facteurs qui jouent pour les magasins, qui sont d'abord la proximité. Si on caricaturait et on projetait les choses, on pourrait imaginer demain que chaque enseigne ait un concept qui lui soit propre et une distribution territoriale qui lui soit propre et que la carte des enseignes ressemble à la carte de la société française, ce qui est d'ailleurs en bonne partie déjà le cas. Il y a eu des travaux notamment de Fourquet et Casselli sur certains dossiers. Et Jean Laurent avait noté quelque chose il y a quelques années qui m'avait très intéressé dans la restauration. On a le même genre de phénomène. Il avait observé que la chaîne de restaurants La Pataterie était la chaîne dont l'implantation géographique collait le mieux avec les ronds-points qui réunissaient les gilets jaunes. La Oui. distribution des enseignes dans Paris est très marquée. C'est-à-dire que, par exemple, Biocop, c'est tout l'arc de la Bastille à Pantin, enfin tout ce nord-est parisien est très rempli de magasins bio, alors que le 16e arrondissement ne l'est pas du tout. Pas fait récemment, mais sur les élections européennes de 2019, j'avais regardé la carte du vote au premier tour, du vote Europe Écologie Les Verts et de la carte de Biocop. C'est assez logique ça, mais c'était extrêmement convergent. Comment aujourd'hui la grande distribution s'adapte ou s'adapte pas à ce perturbateur ou militaire ou climatique? Il y a beaucoup de choses autour de cette question, savoir comment la grande distribution doit adapter j'allais dire, son mode de production, entre guillemets, ou son Oui, offre à ces questions-là. Mais je vais plutôt, parce que je crois que c'est ça ta question, sur ce qu'on pourrait appeler la raréfaction de la ressource, qu'elle soit d'ailleurs alimentaire ou qu'elle soit non alimentaire, oui, oui. entre les troubles climatiques et les troubles géopolitiques. Et ça, c'est un facteur que je n'intégrais pas dans ma démonstration précédente, hein. On est probablement à un moment où on rentre enfin, on quitte une société d'abondance, d'offres, de ressources, pour rentrer dans une société de raréfaction. Alors, il faut en même temps tout de suite le nuancer parce que malheureusement, quand on écoute Donald Trump, il n'est pas pour voilà, il est pour, et beaucoup de pays dans le monde, pour continuer sur l'abondance. C'est-à-dire que un drill, c'est pas un signal. Bon. Et on voit bien que, alors qu'il y a plusieurs années, on pensait qu'on avait passé le peak oil et qu'en fait, on allait sur une raréfaction des hydrocarbures, c'est pas le cas pour le moment. Il est quand même permis de penser qu'on a une forme de tension sur la ressource. Ce qui pose évidemment un gros problème parce que c'est l'abondance de ressources, encore une fois agricoles, de carburant, donc de transport et force de main-d'œuvre en Chine ou ailleurs, qui a permis l'approvisionnement de notre consommation via la grande distribution, avec une loi de l'offre et de la demande qui faisait qu'il y avait beaucoup d'offres et finalement moins de demandes, donc le consommateur était roi en quelque sorte. On peut imaginer qu'on rentre dans une société où le rapport de force est en train de s'inverser. Sur certains produits, on le voit. Alors on l'a vu de façon conjoncturelle sur des produits agricoles. À un moment donné, une rupture de chaîne d'approvisionnement agricole parce que raréfaction mondiale, on a eu le cas de la moutarde ou des choses comme ça il n'y a pas longtemps. Là, on a un problème sur le cacao. Bon, bah, ça fait flamber les prix et donc ça amène à des mouvements dans la consommation qui sont conjoncturels mais qui pourraient être durables parce que on adopte de nouveaux comportements de consommation dont certains peuvent rester. Il est encore un peu trop tôt, je pense, pour savoir si les changements vont être réellement structurels et durables. Mais je pense qu'il faut s'y préparer. Et en tout cas, sur les sujets agricoles, c'est à peu près certain. Parce que la France, qui est un pays agricole important, ne passe pas au travers. Et on sait que en gros, le méridien
monde de 800 km vers le nord à peu près. On va pouvoir faire du vin dans le Pas-de-Calais. Peut-être qu'un jour on fera de l'huile d'olive en Normandie. Et à l'inverse, dans le sud de la France, on va pouvoir faire des produits qui étaient aujourd'hui l'apanage du sud de l'Espagne ou du Maroc ou autre. Ce qui pose évidemment des problèmes d'adaptation de la production absolument considérable, d'adaptation de l'outil industriel qui n'a pas été fait pour, puisqu'il était fait pour transformer ce qu'on faisait, et ce qui amène au bout des questions d'adaptation de la consommation elle-même des consommateurs. Alors pour certains, dans certaines productions, ce sera plus facile. Si demain on a s'il fait plus chaud durablement en France et qu'on produit des produits qu'aujourd'hui on importait, ben on en aura peut-être plus ou pour moins cher. Et à l'inverse, il y a d'autres produits qui vont se raréfier. Donc, mais là, on est sur des échelles de temps qui sont assez longues. Que l'IA va jouer un rôle là-dedans pour réguler tout ça. Je sais pas répondre à cette question. Sur la question climatique, l'IA en tant que telle n'a pas, enfin, peut sans doute nous améliorer les prévisions, une capacité à adapter, une capacité à imaginer des Mm. solutions techniques, génomiques ou autres, ça c'est assez certain, mais ça dépasse très largement mes compétences. Euh, En revanche, je pense que l'IA pourrait améliorer très nettement la qualité de la collaboration des acteurs et donc leur capacité à être plus efficace. Parce que pour moi, un des grands sujets qui est sous-jacent à ce que je disais tout à l'heure sur la segmentation, on a une segmentation accélérée, donc une complexification des marchés, traduit logiquement dans un marché saturé par une désoptimisation des facteurs de production. Donc en fait, on augmente les coûts et on a une contrainte de pouvoir d'achat qui augmente, qui va en plus s'accroître par le biais du financement nécessaire des transitions. Donc je pense qu'on est face à un vrai problème, c'est qu'on va avoir moins d'argent pour consommer des produits qui vont avoir des coûts plus élevés. C'est ce Oui, qu'on vit finalement dans la filière alimentaire aujourd'hui, où la grande distribution ne se porte pas très bien finalement, où l'industrie pleure et où le monde agricole a des vraies tensions également. Et donc je pense que ce qu'on vit depuis 15 ans, il n'y a quasiment pas de croissance, mais il y a une augmentation des coûts. Et donc le sujet, ça va être de se dire comment on fait baisser les coûts. Et on peut penser que l'IA doit nous permettre d'améliorer les collaborations, l'efficacité, la réduction des coûts intermédiaires, etc.